Merci d'accueillir chez vous votre magazine littéraire hebdomadaire Expression Livre. Expression Livre va vous parler aujourd'hui du chant arabo-andalou et pour cela, eh bien, nous avons invité Monsieur Nadir Marouf. Nadir Marouf, bonsoir. Bonsoir. Tout va bien? Oui, ça va, merci pour... Bien, alors vous connaissez déjà l'émission. Pour ton invitation. Pour y être déjà passé une première fois. Certes, quelques mois, oui. Il y a quelques mois de cela. Mois de mai. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, nous allons plus parler d'un ouvrage dont le titre est Le chant arabo-andalou. C'est un ouvrage collectif. En fait, c'était lors d'une conférence qui s'était tenue en 1991 dans le nord de la France, à Lille très exactement, où plusieurs conférenciers sont venus afin de non seulement communiquer qu'allais-je dire, non pas des thèses, mais des études sur le chant arabo-andalou. On va en voir quelques-unes. Donc, par la suite, il y a eu collectage de pas tout, pas l'ensemble de ce qui a été dit lors de cette conférence, de ce colloque. Une grande partie, dans votre introduction, vous le signalez, vous dites, ça a été très difficile de faire un choix. Oui. Et donc l'ouvrage a été édité chez l'Harmattan sous votre direction. Oui. Alors, je rappelle, vous êtes professeur d'anthropologie à l'université de Picardie. Vous êtes directeur du CEFRES, qui est un centre d'études et de recherche, et vous êtes également ethnomusicologue. Est-ce que j'oublie? Je sais que la liste est très longue. Ethnomusicologue à mes temps perdus. Dites donc, alors en tout cas, vous ne perdez pas votre temps. Ça, c'est sûr. Parce que entre ce que vous écrivez sur le chant arabo-andalou et vos interprétations, on va y revenir, et même composition du chant arabo-andalou, je ne sais pas où vous trouvez d'ailleurs tout ce temps. Du beau temps pour nous. Oui, en fait, pour répondre à la question de l'ouvrage, en fait, c'est un ouvrage qui a inauguré une série de publications que j'ai dirigées, dont j'étais le directeur scientifique, dans le cadre du centre d'études de formation de recherche en sciences sociales que j'avais mis en place, en fait, avec d'autres collègues à l'université de Picardie Jules Verne, à Amiens. Et cet ouvrage a été le premier d'une trentaine d'ouvrages qui maintenant ont été publiés chez l'Harmattan. Il a été publié en 95 et c'est les actes d'un colloque qui a eu lieu en 91 et qui a eu du mal à démarrer. Parce que pour recevoir les papiers, il faut du temps. Il y en a qui répondent vite, il y en a qui reprennent un peu leurs articles. Donc ça a traîné pendant quelques années. Et puis ensuite, il y a le temps de la, comment dirais-je, de la gestation du point de vue de l'imprimerie, de la maison d'édition, etc. Voilà. Alors il faut pas oublier quand même aussi quelque chose, c'est que lors de ce colloque a été monté, je dirais, pas seulement avec l'université et CEFRES, le centre, mais également avec une association. Oui, l'association Maqam, voilà, dont je faisais partie à l'époque, qui était domicilié à Lille, mais les cours de musique se donnaient à Douai, n'est-ce pas, au conservatoire juste à côté de Lille. À côté. Donc j'ai fréquenté cette association. À l'époque, les cours de musique étaient donnés par Rachid Gerbes, qui d'ailleurs, je pense qu'il réside actuellement à Alger. Il travaille au sein du ministère de la Culture. Et puis, pour répondre un peu à ta question, comment trouver le temps pour répartir ce qui relève de la vie universitaire et ce qui relève du domaine de la musique. En fait, j'ai trouvé une solution qui me paraissait tout à fait originale, c'est de faire en sorte que un aspect de ma préoccupation musicale trouve sa place dans la réflexion intellectuelle. Et c'est la raison pour laquelle le titre, ou du moins le sous-titre du livre, alors le chant arabo-andalou, le sous-titre c'est... Essai sur le urbain ou la topique de la norme et de la marche dans le patrimoine musical arabe. Alors justement, on va avoir pendant toute l'émission
sous ces concepts que veut signifier, pourquoi ce mot urbain. On sait que vous allez vous en expliquer d'où vient-il très exactement, puisqu'il vient d'un grand professeur d'université. Topique, qu'est-ce que cela veut dire? Normes, marge, patrimoine, qu'est-ce que c'est que ce patrimoine? Alors, tout cela est contenu effectivement dans l'ouvrage, et tout particulièrement dans ce que je pourrais presque dire, pas l'article, mais votre communication concernant structure du répertoire andalou, quelques problèmes de méthode que vous avez signé et qui est un petit peu l'introduction de cet ouvrage collectif. Oui, oui. En fait, l'idée est la suivante, c'est que toutes les discussions qui ont pu avoir lieu sur le patrimoine musical andalou, auxquelles j'ai pu assister depuis maintenant, je ne sais pas, depuis au moins l'indépendance. Il y a eu des colloques qui ont eu lieu à Alger, des colloques qui ont eu lieu à l'ouest, à Tlemcen, et puis d'autres auxquels j'ai pu participer à l'étranger. J'avais l'impression qu'il était difficile de sortir d'une sorte de ronron sur la question du patrimoine et sur la question de l'authenticité. Est-ce que ce que nous faisons, ce que font les associations, ce que font les maîtres de musique, est-ce qu'ils travaillent sur un corpus qui est l'identique de ce que les concepteurs de cette musique ont pu imaginer, c'est-à-dire pratiquement à partir du IXe siècle? Est-ce que Ziryab se reconnaîtrait dans ce qui se fait aujourd'hui? Alors, c'est une question spéculative, oui, absolument sans fin, oui, sans fin. Tout simplement parce que nous n'avons aucune mémoire archivistique, oui, sur la manière dont cette musique était conçue. Nous avons comment dirais-je, des écrits anciens, comme par exemple Makari, mais c'est beaucoup plus des restitutions plutôt littéraires. Dans d'autres cas, je dirais plutôt des restitutions kabbalistiques. Même lorsque nous lisons, par exemple, maintenant il y a des traductions depuis quelques années, heureusement, de Farabi, de Kindi, de Safiuddin, qui sont des grands génies dans le domaine de la musicologie arabe. Ce n'est pas toujours exploitable, en tout cas on ne peut pas avec ces corpus vérifier la justesse ou la non-justesse de ce qui se fait en matière de pratique musicale andalouse. Voilà la grande question qui est posée. Alors, je me suis dit, peut-être que la meilleure solution, c'était de voir comment on peut poser le problème de la norme musicale telle qu'elle a pu être instituée, mais en introduisant un peu l'antinomie de cette norme qui est la marge. La marge. Voilà. Alors, on va y revenir. Mais juste avant cela, parce que justement, concernant presque norme et marge, ce qui m'a intéressé dès le départ dans votre introduction à cet ouvrage collectif, c'est que vous posez une très juste question. Je voudrais que vous puissiez me développer cela. C'est que vous dites, constat aujourd'hui, c'est que d'un côté, on a ceux qui pratiquent cette musique et qui ne la conceptualisent pas, ou si peu, où il semble que les débats universitaires soient très très loin de ce qu'ils pensent de cette musique. Ils vont dire, bon, c'est plus une sorte de passion, et je ne l'analyse pas en tout cas, ils ne sont pas des musicologues. Et vous voyez, de l'autre côté, il y a des universitaires, des chercheurs, qui eux, pour le plus souvent en tout cas, ne la pratiquent pas, ne sont pas dans la praxis de cette musique. Alors vous dites, il y a une sorte d'antinomie qui pose un énorme problème pour aborder justement le chant arabo-andalou, mais peut-être pas seulement, c'est d'une façon générale au niveau de la musique. Le problème que rencontrent les anthropologues et les ethnologues en général, c'est que l'erreur consiste à aller vers l'acteur, celui qui est porteur d'une pratique culturelle, de lui demander d'expliquer quelle est la rationalité de sa pratique. Et une petite anecdote là-dessus, il y avait l'ancien directeur de l'Institut de musique d'Alger, M. Djelolilis, qui, dans les années 40, il était encore jeune homme, mais il s'intéressait à la musique andalouse. Il était allé voir Cheikh Al-Arbi Mensari, un espèce de gardien du temple, un monstre sacré du patrimoine musical de Côte de Tlemcen. Il lui a posé la question, pourquoi le mot de dil, Noubet dil, ou Noubet Maya et Noubet Rast dil, elles sont sur la même tonique, la tonique d'eau par exemple.
Pratiquement, c'est la même ligne mélodique, mais pourquoi elles ont des définitions différentes? S'il y a des définitions, s'il y a des dénominations différentes, c'est qu'il doit y avoir une raison musicale, et non pas une simple coquetterie. Oui. Alors, Cheikh Larbi a répondu, moi je n'en sais rien, moi on m'a appris ça comme ça. Tous les ingénieurs, débrouillez-vous. Débrouillez-vous avec ça. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'il ne faut pas demander aux praticiens d'avoir le recul, en quelque sorte, de leur propre pratique. C'est déjà pas mal qu'ils puissent nous offrir le fruit de leur art qui leur a été transmis par les ancêtres. Alors, par contre, souvent, le milieu universitaire n'est pas toujours préparé à avoir un regard original de cette pratique, tout simplement parce que très souvent, il n'est pas lui-même praticien. C'est ça. Alors, donc, si vous voulez, cette espèce de hiatus, il n'y a pas de communication possible. Alors, ceux qui ont cette chance inouïe de pouvoir avoir un pied dans la praxis musicale et un pied dans la distanciation critique, ils ne sont pas nombreux. Oui. Moi, je n'en connais pas beaucoup. Peut-être c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire en essayant d'ouvrir... Des praticiens qui peuvent théoriser, donc mais tout en restant à l'intérieur de ce dont il s'agit. Ouais. En fait, cette problématique rejoint pour beaucoup la problématique, et effectivement la question est sans fin et n'a pas de réponse concernant la critique littéraire. C'est un peu pareillement, c'est-à-dire que beaucoup d'auteurs vont faire des critiques excessivement acerbes envers les critiques littéraires en leur disant de toute façon vous n'êtes absolument pas vous n'avez qu'une trop grande distance et vous faites une sorte d'analyse. J'ai jamais voulu dire ça. Je me souviens de cette fameuse phrase de Paul Éluard, la terre est bleue comme une orange, et un jour un critique littéraire est venu lui dire, mais je dis non, mais c'est comme ça, puis c'est tout. Je dis pourquoi vous cherchez à comprendre? C'est comme ça, je la vois comme cela, et puis point bas. Bon, à mon avis, Paul Éluard se fichait un petit peu de la gueule du critique littéraire. Alors, j'aimerais vous poser... alors, première question précise, c'est votre rapport, vous, personnellement, Nadia Marouf, qui en même temps, justement, qui avait cette distance par rapport, je dirais oui et non, pas cette distance, mais vous allez vers une sorte de théorie, une tentative de théorisation de cette musique, de pouvoir ouvrir des voies de recherche concernant le chant arabo-andalou sur le plan universitaire, et de l'autre côté, vous pratiquez, vous êtes même compositeur, vous pratiquez la musique arabo-andalouse. Alors, comment vous, en tant que universitaire et auteur-compositeur de cette musique, vous vous retrouvez, et qu'est-ce qui vous a amené à être en même temps, je dirais, ces deux parties? Oui, mais c'est le même problème qu'on a évoqué à l'instant, c'est-à-dire que, si vous voulez, dans le cadre du Centre d'études de formation et de recherche en sciences sociales, le CEFRES, il y a un certain nombre d'axes il y a 3 grands axes. Enfin, il y avait 3 grands axes. Maintenant, tout ça est en train d'être remanié avec les réformes du système universitaire français. Parmi ces axes, il y avait un axe que j'avais directement piloté, c'est les fondements anthropologiques de la norme, qui m'a inspiré d'ailleurs l'ouvrage qui a fait l'objet de la discussion la dernière fois avec vous. Tout à fait. Et puis, les fondements anthropologiques de la norme urbaine, la norme juridique, la norme sociale, etc. et la norme musicale, la norme esthétique. Donc, si vous voulez, encore une fois, le problème qui s'est posé précisément pour tout ce qui relève de la musique, c'est que pour développer une théorie sur l'articulation entre la norme et la marge, et pour vérifier l'efficacité de cette théorie, il faut pouvoir la transposer dans des champs disciplinaires différents. Et c'est tout le travail, disons, de réflexion que j'ai eu à mener au cours de cette période de début des années 90, c'est de voir que l'articulation de la norme et la marge est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, en sociologie urbaine. Tous ceux qui ont travaillé sur la sociologie urbaine, comme Henri Lefebvre, pour ne citer que lui, c'est lui qui est à l'origine de ce concept du urbain, n'est-ce pas, consiste à dire que la norme urbaine, qui n'est pas seulement, qui relève pas seulement de la morphologie, du bâti, mais qui symbolise le droit, le pouvoir, l'argent, l'institution, l'appareil répressif, que sais-je encore, est obligé de composer avec la marge. Tout ce qui peut être le relève de la marge, c'est la périphérie, non seulement du point de vue du site, qui est exogène, mais la périphérie du point de vue social, etc., qui peut être amené un jour ou l'autre à
comment dirais-je, à produire une sorte de réplique, un peu comme les répliques sismiques, répliques insurrectionnelles, vis-à-vis de laquelle la norme est obligée de composer, sous forme de chaos. Pour éviter le chaos, donc il faut qu'il y ait toujours une régulation, cette régulation qui consiste à composer avec la marge, sous peine de chaos, au sens littéral du terme. Donc la norme n'est jamais une norme abstraite et désincarnée, elle est obligée de repartir sur la marge. Ça ne veut pas dire qu'elle va se travestir en autre chose. La norme se reproduit en tant que norme grâce à cet apport de la marge. Cette mécanique de régulation. Cette dialectique entre... Évidemment, on peut rentrer dans les détails, mais on n'en finirait pas. Ouais. Il faudrait plusieurs émissions. Si je transpose au niveau du droit, nous avons dans le droit musulman un excellent exemple du rapport entre le mi'yar et le hiyal. Le traité des ruses chez les jurisconsultes musulmans, il est beaucoup plus développé que les normes. Prenez Khalil, c'est extraordinaire. Donc tout relève de l'astuce qui consiste à contourner, non pas la loi, mais c'est ce qu'on appelle la liberté interstitielle. Vous n'êtes pas dans la transgression, vous n'êtes pas dans la faute, mais à partir du moment où les normes sont posées, toute l'astuce consiste à voir comment essayer de jouer avec ça. Soit vous prenez votre marge, soit vous prenez vos interstices, voilà. Mais vous êtes à la fois dans la légitimité, entre guillemets, vous n'êtes pas hors la loi, et cependant vous êtes à la marge de la norme, de la norme figée, de la norme... Alors, vous dites dans votre ouvrage, et ceux qui... Enfin, dans cet ouvrage collectif, vous le dites très bien dans votre communication, c'est toute la problématique parce que vous vous êtes retrouvés, vous personnellement, mais d'autres, lors de différents colloques, avec ce que je pourrais appeler des personnes qui sont totalement figées en disant, nous, il n'est pas question d'aller hors norme, hors de la norme, la marge non, elle désidentifie complètement le corpus même du chant arabo-andalou, de la musique arabo-andalouse, donc ils ne veulent absolument pas voir la marge, alors que vous dites, incroyablement, bien souvent ce qu'ils défendent, il y a eu apport de la marge, mais il faut savoir maintenant qu'est-ce que cette marge exactement apporte, non seulement sur le plan qualité, mais comment elle va s'inscrire par rapport à la norme pour construire une nouvelle norme beaucoup plus universelle. Sinon, on risque de tomber dans une sorte de tellement de cloisonnement de cette norme qu'il y a, primo, risque que, eh bien, tout simplement, ça va devenir une sorte de champ clos qui va lui-même, de coquille vide, qui lui-même va petit à petit, parce que tout simplement ça ne va pas être repris, ça ne va pas, entre guillemets, être modernisé, si je puis exprimer ainsi l'idée, et que, eh bien, il va petit à petit tomber dans l'oubli, un petit peu comme on sait, ça se passe au niveau des langues. Ça se passe au niveau de la musique, au niveau de l'artisanat, de l'art, etc. C'est que s'il n'y a pas une ouverture par la marge vers l'universalité, eh bien malheureusement, ça va tomber en désuétude et c'est fini. De toute façon, dans la pratique concrète, c'est comme ça que les choses se sont passées. En tout cas, on revient au domaine musical, parce que sinon, ça serait un peu compliqué pour une émission. C'est que les maîtres, qui n'avaient aucune connaissance théorique, mais qui n'avaient qu'une espèce d'intuition profonde, ils ont très bien compris que de toute la manière, ils ne se sont pas posé de questions angoissées sur la manière dont cette musique a été concoctée par Ziryab. Encore que là aussi nous sommes dans une vision fantasmagorique. Oui, pourquoi Ziryab? C'est l'histoire des origines. Quand ça a commencé. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un côté légende un peu? Mais il y a toujours une légende sur les origines. Nous avons été formatés. Mais quand la légende est plus nous avons la été vérité, formatés par une vision téléologique du temps. Nous construisons une temporalité. Vous connaissez l'histoire de Sidna Youssef, ce songe où il devait passer 7 années de vache grasse et 7 années de vache maigre. Eh bien, nous n'avons jamais cessé de composer le temps. Il y a le temps de l'âge d'activité, puis l'âge de la retraite. Sauf que l'âge de la retraite n'est pas forcément les vaches grasses. Mais enfin bref, il y a une conception du temps qui est là, et on veut à tout prix que ça a commencé à un moment donné de l'histoire. Le problème de la temporalité, on va pas revenir sur Darwin. Mais c'est important de constater que cet ethos musical n'a pas commencé au IXe siècle avec Ziryab. Les modes que nous pratiquons, c'est des modes qui étaient déjà identifiés à l'époque
de Pythagore, c'est-à-dire 4e siècle avant Jésus-Christ, mais Pythagore lui-même n'a rien inventé, ce sont des modes qui ont dû exister dans toute la Mésopotamie, etc. Alors, où ça a commencé? Bien malin celui qui pourra me répondre à cette question. Donc, si vous voulez, on construit une vision des origines qui reste à vérifier, et puis d'autre part, on n'a jamais cessé de réinterpréter les codes, ne serait-ce que du point de vue du tempo. On n'a aucune mémoire des tempos qui étaient pratiqués dans la musique. Maintenant, il y a le métronome, mais le métronome, ça remonte à un siècle, un siècle et demi, je n'en sais rien. Les instruments eux-mêmes étaient composés avec des matériaux qu'on ne peut pas reconstituer. Les cordes étaient faites avec des boyaux de chat, etc., etc. Aujourd'hui, même si on utilise les mêmes cordes biologiques, ces animaux n'ont pas la même alimentation qu'il y a 3 siècles. Enfin bref, on n'en finira jamais. Donc il faut cesser d'avoir une conception muséographique de ce qu'on appelle le patrimoine. Et il faut avoir une conception du patrimoine qui serait un système ouvert, qui est à la fois une restitution dans l'esprit et non pas dans la lettre, sans trahir les ancêtres, les gardiens du temple. Et je crois que c'est la vie qui est ainsi faite. On n'y peut absolument rien. C'est l'idée même du centre de la périphérie et comment construire cela. Si vous le voulez bien, Nadia Marouf, on va passer à la rubrique événements. Pas de commentaires, on va regarder, on va écouter. Et puis tout de suite après, nous reprenons sur le chant arabo-andalou, un ouvrage collectif sous votre direction paru aux éditions L'Harmattan. Événement. Je donne un exemple. Dans ma vie privée, si vous voulez, en 1951-52, j'accompagnais mon père de temps en temps les dimanches à Tlemcen, où j'étais heureux de pouvoir me payer un café crème avec une brioche. Hein. Et il discutait avec ses amis tous les dimanches, donc sur la pluie, le beau temps, le prix des tomates, un tel est mort, l'autre s'est marié, etc. Et puis comme j'avais un père un peu marginal, enfin marginal au sens positif du terme, un jour, il a quasiment blasphémé en leur disant « Je suis en train de réfléchir à un miroir catadioptre qui permet de réguler l'effet de croisement et qui permet surtout d'éviter les accidents de nuit. » Bon, c'est quelqu'un qui était très porté sur l'invention et ses amis étaient en train de se moquer de lui. Alors je les voyais le prendre par le bras. « Ah, reste avec nous, ne t'envole pas. » Et moi j'avais honte, j'avais 12 ans, n'est-ce pas? À 12 ans, qu'est-ce que vous voulez? J'avais honte de mon père d'être sorti du consensualisme, de ce qu'il faut dire. Enfin, il y a des règles qu'il faut dire, il y a des choses qu'il faut dire, des choses qu'il ne faut pas dire. Donc il ne faut pas blasphémer. C'était aussi fort, n'est-ce pas? Bon, quelques années plus tard, je crois que c'était en 54 ou 55, je ne me souviens plus, son invention a été brevetée à Paris, à l'INPI, l'Institut National de Protection Industrielle. Et il y avait un petit article dans un journal local, le Petit Tlemcenien, qui était tenu par un pied noir, un libraire pied noir, un citoyen de Tlemcen. Alors là, du coup, c'est un autre scénario. Donc tous ses amis sont allés pour évidemment fêter ça. C'est devenu une sorte de marabat, quoi. Donc on passe du non licite, du haram, à quelque chose qui va être licite, mais comme si c'était une grâce, c'est comme s'il y avait une hikmah, une espèce d'acte magique. Voilà. Donc, sans commentaire, on revient à Le chant arabo-andalou, édition L'Harmattan, un ouvrage collectif sous votre direction, Nadia Marouf. Alors, il y a une communication qui m'a également intéressé. Toutes les communications sont intéressantes dans cet ouvrage. Il y en a une, d'abord parce qu'elle est très passionnée et passionnante, celle de Safir Al-Boudali. Alors, Safir Al-Boudali dit, par exemple, je ne sais pas si vous êtes d'accord, il dit en fait, le chant arabo-andalou a une sorte de double origine, hein, hellénistique, avec la passion. Lui, il appelle ça la passion, l'imaginaire flamboyant, chatoyant, oriental. Est-ce que c'est ça? Est-ce que, par exemple, on retrouve par rapport à la musique hellénistique, ce qui nous en reste, n'est-ce pas, de ce qu'on peut en savoir, ces règles, parce que bien souvent, je vois dans l'ouvrage, les différents communicants parlent bien souvent de mathématiques et de musique.
Oui, alors là aussi c'est une question compliquée parce que, si vous voulez, il y a deux tendances. Simplifions. Oui, simplifions. Tentons. Oui, on peut. Moi, difficile. Je vais essayer de simplifier sans tomber dans le didactisme primaire. Chacun son rôle dans cette histoire. Si vous voulez, il y a deux tendances. Il y a ce qu'on appelle les diffusionnistes, c'est-à-dire tout ce qu'ils trouvent sur le terrain maghrébin, par exemple, et pour peu que ça ait quelque ressemblance avec certaines formes de pratiques culturelles chez les Hellènes, eh bien, on y voit une espèce de rapport d'influence quelque part. On va essayer de traficoter l'histoire pour dire que... D'accord, on va recoller un petit peu les morceaux comme on veut. Eh bien, on peut, à mon avis, réinterpréter ce phénomène différemment. Je ne veux pas pécher par excès de structuralisme, mais je dirais, ou de fonctionnalisme d'ailleurs, mais je dirais qu'il y a une entité circum-méditerranéenne. Oui. Le problème de la musique, de la pratique musicale, du système musical doit être appréhendé de la même manière qu'a été appréhendé le phénomène de la langue. Sauf que les linguistes, ils ont plus d'un demi-siècle d'avance sur les ethnomusicologues. Quand on parle de famille linguistique, quand on parle de musique indo-européenne, on sait très bien à quoi ça réfère. Donc nous sommes dans un système complexe, n'est-ce pas, où on peut retrouver tous les ingrédients linguistiques locaux à partir d'une racine fondamentale. Le problème de la musique, c'est exactement pareil. Le phénomène des modes est le même. Quand vous faites la liste des modes, des maqamat, comme on dit en Orient, ou des Tobours, il n'y en a pas des masses. Et ces modes, on les retrouve dans pratiquement tout le bassin méditerranéen, y compris dans la musique médiévale occidentale. Qui va prendre à travers les troubadours. Et oui, alors ce qui fait que par exemple, si vous prenez le sika, ça correspond aux Phrygiens, aux Phrygiens dans la table de Pythagore, qu'ensuite les musicologues arabes ont enrichi. Ils n'ont pas trouvé ça chez Pythagore, ils ont trouvé des correspondances dans l'espace, dans l'éthos musical arabe. Vous prenez le Rom le Maya, c'est l'équivalent du dorien. Je dis bien l'équivalent, ce n'est pas une réplique, etc. Donc ce qui est extraordinaire, c'est que au moment même où nous sommes en train de pratiquer une musique qu'on croit être la nôtre, entourée par nos murailles, eh bien, nous participons, j'allais dire, au destin du monde. Nous sommes dans un monde, dans une espèce de grande cosmologie esthétique. Et cette cosmologie, elle est au moins méditerranéenne. Moi, je ne veux pas me prononcer sur la musique asiatique, etc., ou latino-américaine. Je ne veux pas me prononcer. C'est un travail très intéressant d'approche. Alors, si M. Boudali Safir, que Dieu ait son âme, si c'est à ça qu'il réfère, moi je suis d'accord avec lui. Mais si c'est pour tomber dans le piège des orientalistes et des diffusionnistes, ça, j'aurais quelques réserves. Ceci dit, il a joué un rôle essentiel dans la réhabilitation de notre musique lorsqu'il a eu ce rôle important qu'il a eu à jouer au sein de la radio d'Alger. Tout à fait. Voilà. Alors, autre question concernant, parce que il est quand même assez étonnant que sur cette musique, ou si on va, pas seulement en Algérie, dans notre pays, mais Maroc, Tunisie, ou même au Moyen-Orient, en Irak, en Égypte, là où elle a été jouée, donc elle a été jouée à Bagdad, au Caire, Fès, Alger, Bdjaïa, Tlemcen, bien évidemment, etc. Tout le monde connaît, en parle, en fait son patrimoine, mais vous dites, notamment dans votre dernière communication, quel est l'apport exactement de cette musique orientale et à quel moment elle va venir influencer, notamment ce que j'appellerais moi, peut-être de façon triviale, les dérivés de la musique arabo-andalouse, notamment Chaabi, Haouzi, etc. et tout cela. Et là, il y a vous avez deux communications très intéressantes. Vous dites, il y a eu deux périodes, à votre connaissance, vous êtes toujours prudent, comme tout bon chercheur. Probablement vers les 1910-1911, vous vous situez, et ensuite dans les années 30. Et vous dites pourquoi. Parce que on va entrer dans la guerre, et puis 1930 parce que c'est l'explosion des premiers disques. Où il va y avoir des discours, d'ailleurs il y a un discours absolument extraordinaire que vous recitez du Bachar Asmaté, qui est très vindicatif concernant la musique, etc. Et puis vous reliez cela même à cette musique-là, ou ses dérivés, n'est-ce pas, ce qu'elle a apporté, ces extra-marges, avec le début du nationalisme dans les pays orientaux, que ce soit par exemple en Turquie avec Atatürk, mais également avec le nationalisme au Moyen-Orient, notamment en Égypte. Oui,
là aussi, c'est une illustration de ce par quoi nous avons commencé, sur ce rapport entre la norme et la marge. Vous voyez que c'est un éternel recommencement. Et d'ailleurs, ça permet de revisiter la question du patrimoine. Qu'est-ce qui fait patrimoine? Voilà. Qu'est-ce que la patrimonialité? Oh mon Dieu, c'est une question qui est très complexe. Ben, moi, je trouve que le patrimoine, il a un sens historique, il est historique. Sinon, c'est un objet muséographique. Oui. Hein. Pourquoi historique? Parce que ça bouge, parce que ça vit. C'est un peu comme les couches sédimentaires. Il y a des périodes. Par exemple, vous prenez le bashraf, qui est très souvent pratiqué dans l'école de Constantine et qu'on retrouve d'ailleurs des rythmes bashraf dans les Tsushia algéroises et même Tlemcen. Tchombarsika, c'est un bashraf pur jeu à Tlemcen. Et le bashraf, il est contemporain de l'époque ottomane. Or, on sait bien que ce patrimoine andalou, il a commencé bien avant, n'est-ce pas? Et il s'est sédimenté, il fait partie du patrimoine. Qui oserait dire qu'il ne fait pas partie du patrimoine? Vous prenez les instruments de musique. Qui oserait dire aujourd'hui que la kamanja est une intruse? Alors qu'on sait très bien qu'elle a été introduite à une époque relativement récente. Je dis bien relativement récente, 17e, 18e. Mais comment, parce que c'est savoir comment, à un moment donné, justement, cette marche devient canon, se canonise. Je crois que il y a des milliers de tentatives d'intrusion de la marge qui n'aboutissent pas. Et il y a une infime partie qui aboutit. Alors celle qui aboutit, c'est la sanction populaire. C'est la sanction de la. C'est l'assentiment. C'est la sanction de. C'est la réceptivité, une espèce de réceptivité structurelle. Et puis ça. Est-ce que c'est pas tout simplement, comme diraient les philosophes, c'est parce que c'est le beau? Ça ne fonctionne pas systématiquement. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, si je m'amuse à prendre un shrul, une pièce, qui est chantée dans le mode Zidane, dans maintenant le rythme Ptayhi, Lachi Adab al-Qulub, pour donner un exemple, qui est chanté dans le mode Zidane Ptayhi, aujourd'hui. Il est structuré comme ça. Si je m'amuse à prendre ce texte et je vais le chanter dans un mode Sika ou dans un mode, je ne sais pas moi, Mezmoum, et d'une part et d'autre part dans un niveau rythmique différent. On va crier à l'hérésie. On va m'assassiner. On va crier, d'accord. C'est l'hérésie. Alors que ce phénomène combinatoire qui consiste à reprendre un texte dans des modes différents et dans des niveaux rythmiques différents, c'était une banalité. La preuve, c'est qu'un texte sur deux est chanté différemment, au moins 2 fois, sinon 3 fois. On le trouve dans des modes différents, etc. Or, cette capacité à innover à partir d'une grammaire qu'on doit connaître. Si on ne connaît pas cette grammaire, il ne faut pas le faire. Je ne suis pas en train d'inviter à faire n'importe quoi, attention. Oui, non, je comprends très bien. Mais à partir du moment où ces choses-là, si nous avons la même pièce qui est chantée dans des modes différents, etc., ça veut dire qu'il y a eu des hommes, à un moment donné, qui l'ont décidé, et que cela a donné quelque chose dans le registre de l'esthétique et de la réceptivité sur le plan émotionnel, etc. Aujourd'hui, Bab al-Ijtihad, si j'ose dire, sont fermés. Il y a un terme que j'aime bien utiliser, c'est la relation entre bid'a et ibda'. Ibda', c'est l'innovation, bid'a, alors là, c'est le vice rédhibitoire. Ça, c'est un problème qui se pose aujourd'hui. Évidemment, je ne veux pas non plus ici inciter directement, parce qu'il y a des tentatives d'innovation qui ne se fondent pas sur cette grammaire, sur les clés de lecture de cette musique qui sont loin d'être décodées entièrement. Voilà. Mais on retrouve ça dans d'autres secteurs de la création. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut transposer dans d'autres champs de connaissances. En littérature, idem, c'est-à-dire que les plus grands de la littérature sont ceux qui parfaitement maîtrisaient ce qu'on appelle le corpus central et qui pouvaient à ce moment-là se permettre d'aller vers la marge, vers la périphérie, et Dieu sait si ça a pu tout d'un coup être beau, comme par exemple chez Céline, parce qu'il maîtrisait parfaitement. Pareil en peinture. Picasso n'était pas un simple... était avant tout un fantastique dessinateur. On l'a vu dans le fameux film de Clouseau, où on voit bien qu'il dessine parfaitement bien, il maîtrise parfaitement le dessin, et c'est ainsi qu'il peut se permettre d'aller beaucoup plus loin et d'aller dans la peinture à un niveau supérieur. Et tout d'un coup, évidemment, pareillement, lui aussi, on lui disait, c'est pas canon, qu'est-ce que c'est que ces histoires-là, etc. Et pourtant, aujourd'hui, c'est tout à fait canon. Et il faut répondre à votre question, en fait, je n'y ai pas répondu directement, celle de l'orientalisme. Effectivement, il y a eu des séquences. Il faut d'abord commencer par le fait qu'il y a une intermodalité qui est très très forte. Il ne faut pas oublier, par exemple, que par exemple, le haraq,
ce qu'on appelle à Tlemcen Arak Metlouk, que Aljan appelle le Gharib, il est très proche du Bayati, Sharqi. On peut très bien chanter un chant dans le Hssin, ou dans le Gharib plutôt, et aller sur Yajarat al-Wadi. Je l'ai fait des fois comme ça, pour uniquement montrer que nous sommes dans les mêmes structures modales, même s'il y a évidemment des variantes au niveau de l'intonation, etc. Et il y a d'abord ce phénomène qui remonte à la nuit des temps, qui fait qu'il y a une recognition, on reconnaît quelque chose qui est pas si éloigné que ça. Mais il y a eu aussi historiquement des périodes différentes. Il y a eu la période de la Hijra, effectivement, qui était une période très forte. Beaucoup de gens sont revenus après la conscription de 1911, parce que leurs fils ne voulaient pas que leurs enfants aillent au service militaire. Et certains sont revenus, d'autres sont restés, évidemment. Et beaucoup sont revenus de Turquie, de Syrie, etc. Ils vont ramener avec eux des petits grivoires qui vont rentrer dans le patrimoine. Se greffer. Il y a Cheikh Al-Arbi, par exemple, il aimait chanter une chanson en turc, Ekbaba Djiyok. Personne n'a été lui poser des questions, lui demander pourquoi tu as introduit ce virus. Nous n'aimons pas ça. Tout le monde aime cette chanson. Nous avons des Hanina qui est chanté, qui est connu. Nous avons dans un club Zidane qui est Ahabba Qalbi de Bion Turki, qui est un produit de l'importation, entre guillemets, relativement récente. Je ne parle même pas de la période ottomane. Et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il y a des conditions sociales, historiques, qui font que certains éléments exogènes entrent dans le patrimoine. Et ça, c'est un phénomène social qu'on peut analyser, qu'on peut contextualiser. Oui, et vous dites, c'est ça qui garde l'universalité de la musique arabo-andalouse. Sinon, c'est fini. S'il n'y a pas ces apports exogènes qui viennent se greffer, je dis bien se greffer, et non pas détruire, mais au contraire enrichir. S'il n'y a pas cela, et il y aura encore, mais s'il n'y a pas cela, ça n'aurait pu être fini. Et si elle a résisté au temps, alors que c'est par l'oralité qu'elle a été transmise, si elle a résisté au temps, c'est parce que justement elle a eu l'intelligence de pouvoir se laisser greffer de nouveaux pousses qui, eux, étaient des pousses intéressants et qui ne la détruisaient pas quant à son fondement, mais au contraire, la faisaient bourgeonner différemment. Pour les années 30, c'est un phénomène nouveau. Alors là, on entre dans le mouvement national, qui était déjà bien avancé en Algérie. C'est une période d'incubation et d'identification. L'Orient il avait une petite longueur d'avance. C'est l'époque de Saad Zerloul, Atatürk, qui a obsédé toutes les familles urbaines. Je connais pas de maison à Tlemcen où il n'y avait pas la photo d'Atatürk. Moi, quand j'ai ouvert les yeux, il y avait une chez nous, etc. Donc à travers cette identification à l'Orient, qui voulait en découdre avec le mandat britannique etc. Français. Il y a la musique qui est passée. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les frères Baïda, qui sont des juifs libanais, qui étaient installés en Allemagne. Ils étaient installés en Allemagne et il y avait une succursale à Château, près de Paris, et c'est eux qui ont été les principaux importateurs des disques des années 30. Et puis pas des moindres. De Raga Abdou, Mohamed Abdul Wahab. Et même après Kultoum, etc. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le rapport que j'ai pu découvrir, grâce d'ailleurs à nos étudiants qui a soutenu une thèse sur la question du théâtre militant, mais enfin, il a trouvé ce texte, que d'ailleurs, grâce à lui, j'ai pu le redénicher à la Bibliothèque nationale. Il fait un rapport qui s'adresse au gouvernement général, les affaires indigènes. Alors, attention, il y a de la subversion à travers la musique orientale, etc., etc. Bon. Et ça, c'est assez marrant parce que, alors, pour la petite histoire, alors, ces frères Baïda seraient donc des suppôts du Troisième Reich, ce qui est quand même assez bizarre. Oui, on les a traités de tous les noms, mais en même temps, c'était bizarre parce qu'en même temps, on les traitait de tous les noms, comme quoi, bon, c'était des juifs, donc ils voulaient faire de l'argent avec la musique de chez nous, etc. Mais en même temps, ils ont fait une œuvre de diffusion qui allait à l'encontre soit du colonialisme britannique, soit français. Nadir Marouf, le chant arabo-andalou, un ouvrage collectif sous votre direction, c'est paru chez L'Harmattan. On passe à la rubrique portrait d'auteur. Nous allons accueillir Fatima, notre jeune journaliste, qui va vous poser quelques questions pas trop indiscrètes. N'en soyez pas effrayés. Voilà.
Voilà, Fatima Sharef. Nadia Sharef, pardon. Vous devez, je crois, poser quelques questions à notre invité. Alors, il est à vous. Bonsoir, Nadir Marouf. Je vais vous poser quelques questions afin de savoir un peu plus sur vous, si vous le permettez. Alors, première question. Comme vous, Mohamed Dib était tlemcenien. Quel est votre ouvrage préféré de cet auteur? Ça m'intéresse. C'est difficile parce que je suis partagé entre l'incendie et la grande maison. Mais si je devais impérativement faire un choix, je pense que la grande maison reste pour moi une œuvre majeure de Mohamed Dib. Je peux vous poser une question? Vous avez lu son ouvrage à titre posthume, l'Asia? Le dernier, à titre posthume? Non. Non, non, non. Ah, il faut le lire. Magnifique. Deuxième question. Comment êtes-vous arrivé au piano et plus spécifiquement au piano arabo-andalou? Ah, oui, ça c'est facile. Ça c'est plus facile. Vous savez, j'avais un papa qui avait une obsession, c'est celle de faire en sorte que son fils soit autre que ce qu'il a été. Enfin, nos parents, ils ont trimé, etc. Il n'avait pas d'aspiration bourgeoise parce que nous sommes issus de famille, disons, petite bourgeoise, hein, c'est-à-dire moine al-harfa, comme on dit. Hein. Encore que le mot bourgeois, c'est un mot qui doit être redéfini. Bon, enfin bref. Et il voulait que je fasse du piano, il voulait que je fasse du latin, il voulait que je fasse beaucoup de choses parce que c'était une façon aussi de vouloir en mettre plein la vue à ceux qui occupaient le terrain. Hein. Ça se plaçait dans une perspective de lutte contre l'occupant. Bon, j'ai fait du piano sans très grande conviction, je suivi des cours chez le père Touache, le vieux Touache, etc. J'ai fait un petit peu mon solfège. Et puis, bon, il est parti à la retraite, et en 53, mon père m'a mis chez une amie de la famille qui, elle, jouait du classique, mais qui m'a initié à l'andalou par le solfège. C'était les textes de Chotin, Alexis Chotin, pas Chopin, un musicologue qui vivait au Maroc. Et j'ai appris la Touchazidienne, par exemple, au solfège, je ne pouvais pas jouer. Et puis la guerre est arrivée, et puis tout ça, ça s'est un peu effondré. Et puis après, je me suis remis à jouer de la musique andalouse de façon orale, par écoute. Voilà. Alors, mis à part le chant arabo-andalou, quel est le genre de musique qui vous envoûte? Je suis un amoureux de la musique lyrique, du chant lyrique. Vous savez, j'ai eu la chance, en 56, d'être à Paris, chez un vieil oncle, un arrière-oncle, qui travaillait à l'opéra, qui est parti en France en 1910, et qui travaille à l'opéra comme machiniste. Il était membre de la CGT, hein, parce qu'il fallait être CGT pour entrer comme machiniste à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Garnier. Et j'avais la chance, tous les samedis, d'assister à une pièce d'opéra. Alors, j'ai connu la Traviata, j'ai vu plein de choses. Quand j'ai vu la Traviata, je suis sorti en train de pleurer, et personne ne pleurait, j'étais très déçu d'ailleurs. J'ai été très très pris par la musique lyrique occidentale. Ça m'a beaucoup. Opéra allemand ou opéra italien, vous préférez? J'ai un faible pour l'opéra italien. Aussi. Encore. Moi aussi, je vous comprends. Alors, êtes-vous, entre guillemets, disons, accro à la lecture? Et si oui, que lisez-vous actuellement? Oh là là, je lis des choses vraiment inintéressantes. Je viens de terminer un article que j'ai livré à un éditeur, un colloque sur exil et transmission, qui a été organisé par des psychanalystes. J'ai travaillé sur certains textes de Saint-Augustin concernant les circoncialions. J'ai travaillé sur Procope, qui découvre dans une stèle à l'est d'Algérie, écrit en punique, c'est nous que ce brigand de Josué a chassé de leur pays. Alors je voulais en savoir un peu plus. Je suis un peu sur l'histoire des religions, sur l'histoire du monothéisme mosaïque et de son impact sur l'Afrique du Nord, sur le problème de la judaïsation. Voilà. Bon. Quel est l'événement politique ou social international qui vous a le plus bouleversé ces derniers mois? Excusez-moi, reprenez votre question. Quel est l'événement politique ou social international qui vous a le plus bouleversé ces derniers mois? Voilà, on est bouleversé chaque jour que Dieu fait. International. Je ne saurais trop. Je crois que la destruction du mur de Berlin était pour moi un événement très important. Oui, oui. Très important. Très important, non pas du point de vue positif, mais très important tout court, parce qu'elle va inaugurer une nouvelle ère en face d'une espèce d'antagonisme Est-Ouest à un antagonisme Nord-Sud. Mais on est toujours dans une problématique antagonistique. Sinon, le monde ne veut pas se faire. Sinon, on tombe dans le chaos, dont on parlait tout à l'heure. Et le chaos a un double sens aussi. Chez les Grecs, étymologiquement, ça veut dire la Renaissance aussi. Hein. Le chaos. Oui. C'était C'était peut-être aussi ce que pensaient les anarchistes russes
probablement du chaos peut naître une renaissance. Enfin, du chaos. Oui, mais c'est ça. C'est vrai. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Absolument. Allez. Je vais vous proposer 3 citations. Laquelle vous paraît la plus appropriée à votre passion de la musique? Oui. Lorsque j'entends de la musique, je trouve une analogie et une réunion intime entre les couleurs, les sons et les parfums. Ernest Theodor Hoffmann. Sans la musique, la vie serait une erreur. Frédéric Nietzsche. La mélodie est née du deuil. Le chant module les chagrins. Finlandais anonyme. Oui. Alors, il faut que je commande chacun de ces citations. Non, celle que vous préférez. Laquelle? Celle qui vous semble le plus approprié à vous. Il y a la première et la troisième. Alors, pour ce qui est de la première, je dirais qu'au-delà même de ce qui a été cité par l'auteur, je trouve que un des phénomènes qui me captive et il y a un côté sacré dans cette affaire, c'est que la musique vous émeut, vous fait pleurer, mais en même temps, c'est quelque chose qui est très, très structuré. Une noire vaut 2 temps. Une blanche vaut 2 temps. Une ronde vaut 2 blanches. Et puis quand vous voyez la structuration de la musique, on est dans le monde physico-mathématique. Et pourtant, une certaine combinatoire de tout ça, ça vous fait pleurer. C'est le rapport entre le nombre et le drame, entre l'esthétique et le sémantique. Ça, je trouve formidable. Pour répondre à la dernière question, c'est vrai que c'est une question que je me pose. Il faudrait peut-être poser à un psychiatre, un psychanalyste. Pourquoi, quand on est triste, pourquoi cette tristesse nous remplit d'émotions, de bonheur? Est-ce qu'il y a une espèce de masochisme inné chez l'être humain? Je n'en sais strictement rien. Pourquoi est-ce que la mélancolie engendre la créativité? Mais Aragon le disait, c'est la souffrance qui enfante les rêves. Oui, mais c'est le phénomène en soi qui m'intéresse. Je ne sais pas si on peut... Ce n'est pas sa conséquence. Dernière question. Quelle est votre devise de vie? Eh bien, ma devise de vie, c'est de voir un jour s'épanouir une république des muses. Un peu ce que voulait dire Platon pour les philosophes. Moi, ce que voulait dire Platon pour les philosophes, je le souhaiterais pour la musique. J'aimerais que la musique prenne le devant de la scène. La République de Platon. Merci Fatima Sharef. Encore un dernier mot peut-être sur cet ouvrage, le chant arabo-andalou, mais c'est là je dirais j'ouvre le débat parce que vous l'avez ouvert, pas seulement vous, mais d'autres chercheurs, d'autres universitaires. On dit attention, c'est une sorte de mise en garde. N'enfermons pas le chant arabo-andalou dans des frontières, qu'elles soient des frontières géographiques ou des frontières mentales. Attention, parce qu'on va totalement en faire quelque chose qui va péricliter et qui va perdre de son universalité, alors que c'est cela qui est le fondement même de la musique arabo-andalouse. Et c'est une des rares qui, dans le monde, a eu cette pérennité et aussi cet apport, vous le dites très bien dans votre ouvrage, par exemple pour la musique occidentale, puisqu'elle était d'une telle richesse, d'une telle complexité, qu'on va voir que 16e, 17e, 18e siècle en France, eh bien, les grands compositeurs vont pas directement s'inspirer, mais probablement... La Passion sur l'an 500, il s'inspirait de Maud Zidane. Il avait dû assister à un concert à Alger. Voilà. Oui. Un dernier petit mot sur le problème de le risque de ghettoisation. Mais ça, c'est le problème. C'est peut-être parce qu'on n'est pas assez averti sur ces autres dimensions de la musique. Chacun conçoit sa musique dans ses petites murailles étroites, avec des fois très souvent des résultats très très inquiétants. Et moi, je ne veux pas rentrer dans ça parce que c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup quand je vois un petit peu l'espèce de segmentarité. Ça, c'est la vraie musique, ça, c'est la fausse musique, etc. Moi, je sais une chose, c'est que c'est le problème de la lettre et de l'esprit. Les rares personnalités musicales que j'ai côtoyées dans ma vie, que ce soit des musiciens occidentaux ou des musiciens de chez nous, ceux qui sont, qui sont des génies, ils sont d'une humilité extraordinaire. J'ai eu l'occasion de rencontrer Cheikh Ardouane Ben Saleh al-Rahmo, qui était à Casablanca, qui est mort en 2002. Il me faisait écouter une cassette de Ben Ashur,
qui chantait un chant flaraq, dans le mode araq, c'est un mode très, très doux, très, très... Et il s'est mis à pleurer. Alors que monsieur Ben Achour, il appartient à l'école d'Alger ou l'école de Blida. Alors qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, je doute fort que l'on puisse avoir cette disposition d'âme. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Nadir Marouf. Très vite, parce que nous sommes un petit peu en retard sur notre horaire, nous passons à la rubrique Quoi de neuf, lecteur, présenté par Fatima Chalef. Quel livre allez-vous nous proposer à la lecture pour ce soir? Le livre que je vais vous présenter ce soir s'intitule Chansons de la Casbah, écrit par Ahmed Amin Delay, paru aux éditions Enag. Alors, le livre contient des chansons, des anthologies poétiques shabi, à savoir un recueil de pièces choisies d'œuvres littéraires et musicales. C'est des chansons complètes quoi, pour les fans de la chanson shabi. Ahmed Amin Delay, c'est un chercheur au centre oranais en anthropologie culturelle et sociale. Donc il vous propose plusieurs... c'est des chansons connues, des grandes voix algériennes, Hadj Mohamed Al-Anqal, Hachmi Grouabi, Ahmed Al-Haraji. Alors, et je voudrais signaler que les chansons écrites en arabe, elles sont traduites en même temps en langue française, pour ceux et celles qui ne lisent pas l'arabe. Finalement, je rappelle encore une fois que le livre s'intitule Chansons de la Casbah, paru aux éditions Enag, écrit par Ahmed Amin Delay. Parfait. Oui, je crois que c'est un livre très intéressant. Et en plus, c'était un de vos élèves. Enfin, il faisait partie de la génération des étudiants de l'université d'Oran quand j'étais vous étiez professeur. Et puis il a été chercheur au CRASC, le CRASC que j'avais dirigé. Il fut un temps, donc je le connais très bien. C'est un bilingue, très très sérieux, qui fait un travail très intéressant dans le domaine justement de l'ethnomusicologie. Et ce qu'il faut dire, il faut rendre justice à ce travail, c'est que là il s'agit de quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le Sher Melhoun. C'est un peu l'autre étage, l'autre niveau, où il y a plus de texte. Le texte prend plus d'importance que prime sur la musique. Et ce texte est d'une profondeur absolument extraordinaire. Il faut absolument réhabiliter ces corpus, parce qu'il y a eu des orientalistes qui ont dit que ça c'est la musique décadente. Elle n'est pas si décadente que ça. Je trouve même que le Sher Melhoun, comme le Haouzi d'ailleurs, ou le Haroubi, ils ont une valeur littéraire nettement plus importante que les textes de la musique de la Sana'a. Et pour terminer, je pense que ce travail est tout à fait louable. Nous avons fait un travail similaire à la même, peut-être un peu avant ou pendant le livre qui accompagne l'anthologie des Haouzi et de oui, avec le corpus en arabe et la traduction en français qui a été faite par Sohail Dib. C'est un travail qu'il faut absolument encourager. Absolument encourager. Parfait. Eh bien, merci Fatima Chalef. Donc, rappel du titre, Chansons de la Casbah. Écrit par Ahmed Amin Delay, paru aux éditions Enag. Voilà, c'est la fin de notre émission. Je rappelle le titre de l'ouvrage dont il était question ce soir, Le chant arabo-andalou, ouvrage collectif sous la direction de notre invité Nadir Marouf, et c'est paru aux éditions L'Harmattan. Eh bien, je vous souhaite une excellente fin de soirée sur Canal Algérie. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même punition. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Restez fidèles à la lecture et bien évidemment à la musique, à la très belle musique et à la musique de notre patrimoine arabo-andalou. Merci à tous les deux.